Quand on pense aux femmes riches, je suis sûr que des célébrités comme Rihanna vous viennent à l'esprit. Eh bien, les femmes les plus riches du monde, qui sont toutes milliardaires d'ailleurs, préfèrent garder un profil bas. En fait, je ne savais même pas qui étaient la plupart d'entre elles avant de faire mes recherches. Restez à l'écoute pour le découvrir. Numéro 10, Abigail Johnson. Nous plaisantons parfois à propos des histoires de famille. Mais Abigail Johnson n'a certainement pas ce genre de problème. En 2014, elle a repris la société milliardaire de son père, Fidelity Investments. Le grand-père d'Abigail, Edward C. Johnson, a créé cette société en 1946 et l'a transmise de génération en génération. Mais à quoi ressemble sa vie ? Eh bien, elle a eu une enfance agréable dans les meilleures écoles privées. En 1984, elle a obtenu une licence en histoire de l'art. Parce que vous savez, quand on est riche, on peut étudier ce genre de choses sans se demander comment on va survivre plus tard. Quelques années plus tard, elle a obtenu un master en administration des affaires à la Harvard Business School. Mais assez parlé de ça, regardez son patrimoine. Je pense que je me perdrai probablement dans ce manoir du Milton, Massachusetts. Abigail dirige 45 000 employés dans le monde entier, mais elle n'aime pas beaucoup la publicité. Beaucoup de gens l'associent à des décisions intelligentes et audacieuses. Depuis qu'elle a pris la tête de l'entreprise, ses capacités uniques ont permis à la société de regagner de nombreux clients perdus. Son succès et sa personnalité ferme ont permis à Forbes de la classer parmi les femmes les plus puissantes du monde. Ses activités professionnelles ne sont cependant qu'un aspect de sa vie. Elle a en effet une belle famille, un mari, Christopher J. McCone, qui dirige une société d'information sur les soins de santé, et deux belles filles. Bien joué, madame. Numéro 9, Iris Fontbona. Cette octogénaire est originaire d'un beau pays d'Amérique latine, le Chili. Elle est magnate de l'industrie minière, propriétaire de médias et philanthrope. Il va sans dire qu'elle est la personne la plus riche du Chili, mais elle est aussi la troisième personne la plus riche d'Amérique latine. Les deux premières sont Carlos Limelu et Germán Larrea Mota Valesco, tous deux originaires du Mexique. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment elle a acquis tout cet argent. Eh bien, pour faire simple, elle avait un mari très riche. En 2005, Andrónico Luksi Caraboa est mort d'un cancer en laissant la majeure partie de son entreprise, Antofagasta, à ses fils et à sa femme. Antofagasta est un groupe minier spécialisé dans le cuivre, et apparemment, c'est l'une des plus grandes sociétés minières de la planète. Cette famille richissime n'a pas non plus perdu de temps pour diversifier sa richesse en s'étendant à d'autres secteurs tels que la banque, le transport maritime, les télécommunications et l'agriculture. Iris Fontbona possède 3 résidences principales, un manoir dans son propre pays, le Chili, et 2 autres, l'une à Belgravia et l'autre au Liechtenstein. Mais ce n'est pas tout, elle gère une station balnéaire en Croatie, mais Madame Fontbona n'aime pas trop être sous les feux de la rampe et elle refuse généralement les interviews. Numéro 8, Myriam Adelson. Paillettes, glamour, machine à sous, chance et hasard. Vous l'avez deviné, notre prochaine femme milliardaire a fait fortune dans les casinos. Mais avant tout ce glamour, Myriam a étudié la médecine en Israël où elle est née. Elle a épousé Ariel Oxhorn, qui était également médecin, mais ils ont divorcé. En 1991, elle a rencontré Sheldon Adelson lors d'un rendez-vous arrangé. C'est probablement le rendez-vous le plus parfait de tous les temps, car il s'avère être le milliardaire propriétaire de Las Vegas Sands. Il possédait également près de 50% des parts de la capitale mondiale des casinos. Ils tombent amoureux et se marient. Myriam et Sheldon étaient de fervents partisans de Donald Trump et étaient en fait ses plus grands donateurs. Ils ont contribué massivement à ces 2 campagnes présidentielles. Myriam aurait également déclaré que Trump méritait un livre de Trump dans la Bible en raison de son soutien à Israël. Mais malheureusement, Sheldon est décédé en 2021. Bien sûr, Myriam a hérité de son immense fortune. En plus de toutes les affaires de casino et des campagnes de Trump, Myriam est également l'éditrice d'Israël Hayom, un journal publié en hébreu pour les ressortissants israéliens. Numéro 7, Susan Clayton. Ich bin reich, baby. Et cela signifie en allemand « je suis riche ». Des mots que Susan Clayton n'aurait pas tort de prononcer. Susan Clayton, née Susan Kant, est la femme la plus riche d'Allemagne et voici quelques faits que j'ai découverts sur sa vie. Dans sa jeunesse, elle a étudié la finance d'entreprise et le marketing. Elle a également obtenu un MBA de l'IMD Business School. Cependant, Madame Clayton n'est pas une femme d'affaires qui s'est construite toute seule. Lorsque son père est décédé, elle a hérité de la majeure partie de sa fortune. Elle a notamment hérité de sa participation de 50% dans Altana et de sa participation de 12,50% dans le géant de l'automobile BMW. Comme beaucoup de milliardaires, elle est engagée dans diverses autres entreprises et possède des parts dans plusieurs autres entreprises lucratives. Susan a rencontré son désormais ex-mari Ian Clayton en 1990 et ils ont ensuite eu 3 enfants. Elle a été impliquée dans une sorte de controverse en 2007. Apparemment, elle avait une relation amoureuse avec un escroc suisse du nom de Helge Garby. Cette ordure a menacé de diffuser des photos de leur liaison si elle ne lui versait pas 49 millions d'euros.
Bien qu'il ait été arrêté après qu'elle ait porté plainte, il a finalement réussi à l'escroquer de 7 millions d'euros. En 2018, Suzanne et son mari se sont séparés pour des raisons inconnues, mais je suppose que la liaison y est pour quelque chose. Numéro 6, Gina Rinehart. Gina Rinehart est la présidente exécutive de Hancock Prospecting, une société minière fondée par son père, Lang Hancock. Son histoire est cependant un peu différente de celle des autres, car la société était en faillite lorsqu'elle en a hérité. Madame Rinehart a travaillé sans relâche pour transformer la société, qui est aujourd'hui la plus grande entreprise privée d'Australie. Elle a fait fortune et a pu investir dans d'autres domaines. Elle a même acheté des exploitations bovines. Sa vie n'est cependant pas totalement exempte de drame. Elle s'est mariée en premier lieu avec un homme du nom de Greg Milton. Ils ont eu 2 enfants, John et Bianca. Ce mariage n'a pas duré très longtemps et elle a ensuite épousé Frank Rinehart, un avocat d'affaires et cadre supérieur. Rinehart a eu 2 autres enfants, Hope et Gina. Elle a eu une relation turbulente avec les enfants de son premier mariage, la plupart du temps pour des questions d'héritage et de position dans l'entreprise. J'ai été surpris de découvrir qu'elle n'a assisté à aucun de leurs mariages et il est clair qu'elle semble préférer ses filles cadettes. Numéro 5, Jacqueline Mars. Vous êtes-vous déjà demandé à qui appartient la plupart des sucreries préférées du monde ? Je veux parler des Snickers, Twix, M&M's, Milky Way et, vous l'avez deviné, des barres Mars. Voici Jacqueline Mars, le plus grand fabricant de sucreries du monde. Son grand-père, Frank C. Mars, a en fait fondé la société de sucreries Mars. Comme la plupart de ces femmes milliardaires, elle a été mariée plus d'une fois et a 3 enfants. Mais ne vous attendez pas à en savoir beaucoup, car cette famille est assez mystérieuse et s'efforce de protéger sa vie privée. Outre les friandises, cette société possède de grandes marques d'aliments pour animaux de compagnie comme Whiskas, Pedigree et Royal Canin. La propriété de Jacqueline dans le New Jersey a été vendue pour 2 millions de dollars et elle possède également des résidences en Virginie et à Washington. Que du soleil et des arcs-en-ciel, n'est-ce pas ? Eh bien, ça devient un peu sombre. En 2013, elle se serait endormie au volant de sa Porsche et aurait percuté un minivan. L'accident a fait 2 morts et plusieurs blessés. Numéro 4, Mackenzie Scott. Mackenzie Scott est devenue la 3e femme la plus riche des États-Unis et la 4e femme la plus riche du monde après son divorce avec Jeff Bezos, fondateur et président exécutif d'Amazon. Elle est issue d'un milieu apparemment modeste, son père étant planificateur financier et sa mère femme au foyer. Elle a épousé Bezos en 1993 et était en fait l'un des premiers employés d'Amazon. Elle a joué un rôle très influent à ses débuts et a pris du recul lorsque l'entreprise a commencé à bien se porter. Ils ont eu 4 enfants, dont une fille adoptée en Chine. Elle a toujours aimé écrire, ce qui l'a amenée à poursuivre des études d'anglais à l'université de Princeton. La célèbre romancière Toni Morrison l'a décrit comme l'une des meilleures étudiantes qu'elle ait jamais eue. Son premier roman, The Tasting of Luther Albright, a remporté le prix du livre américain en 2006. Madame Scott essaie d'utiliser sa richesse à bon escient et s'engage dans plusieurs activités philanthropiques au profit d'organisations caritatives. En 2020, ces dons caritatifs se sont élevés à environ 5,8 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes distributions annuelles d'un particulier à des organisations caritatives. Numéro 3, Julia Koch. Ma première pensée a été « Waouh, elle n'a pas du tout l'air d'avoir 60 ans !» Et puis je me suis souvenu que l'argent peut tout arranger. Dans le passé, Koch a été diplômée de l'université de Central Arkansas, puis a travaillé comme mannequin. Elle avait une passion pour l'industrie de la mode, probablement influencée par ses parents qui possédaient un magasin de vêtements. Elle a travaillé comme styliste pendant un certain temps, et a même fait des essayages pour Nancy Reagan. En 1991, elle rencontre l'homme qui lui permettra un jour d'atteindre le statut de milliardaire. Ce qui est hilarant, c'est qu'elle a rencontré David Koch lors d'un rendez-vous arrangé, et qu'il ne lui a pas du tout plu. Il ne s'agit certainement pas d'un coup de foudre, mais elle a décidé de lui donner une seconde chance, et ils ont commencé à se fréquenter sérieusement. En 1993, elle a quitté ses emplois et en 1996, elle a épousé David. En août 2019, son cher mari est décédé. Julia et leurs 3 enfants ont hérité de 42% de l'entreprise. À l'heure actuelle, Julia possède 3 résidences, mais elle envisage de vendre son appartement du 740 Park Avenue. Envie de l'acheter ? Numéro 2, Alice Walton. Alice Walton est la fille de Sam Walton, fondateur de Walmart. Elle est née en Arkansas et y a passé la majeure partie de son enfance. Elle a obtenu une licence en économie et a commencé sa carrière en tant qu'analyste d'actions et gestionnaire de fonds. En 1988, elle a fondé une banque d'investissement appelée Liama Company. Elle a également joué un rôle important dans d'autres domaines, par exemple en participant au développement de l'aéroport régional de Northwest Arkansas. Je pense qu'il est juste de conclure que Walton était en fait très travailleuse et qu'elle ne s'est pas contentée d'attendre un héritage. Son amour de l'art l'a amené à jouer un rôle important dans le développement du Crystal Bridges Museum of American Art. Walton a également été impliquée dans plusieurs accidents de voiture. En 1989, elle a accidentellement heurté et tué une femme de 50 ans.
Numéro 1, Françoise Bettencourt-Meyers. Et notre gagnante, la femme la plus riche de la planète, n'est autre que, roulement de tambour s'il vous plaît, Françoise Bettencourt-Meyers. Sa richesse provient de l'obsession de notre monde pour la beauté et les produits cosmétiques. Son grand-père, Eugène Schuller, a fondé L'Oréal et sa mère, Liliane Bettencourt, était une héritière française, une mondaine et une femme d'affaires possédant de nombreuses parts dans l'entreprise. Elle est décédée en 2017, ce qui a fait tripler la fortune de Françoise. Elle a été élevée comme une catholique stricte. Elle a épousé un juif et ils ont élevé leurs 2 fils comme des juifs. La tournure étrange de cette histoire est que le grand-père de Françoise a été jugé pour collaboration avec le gouvernement nazi, mais que son mari juif était en fait le petit-fils d'un rabbin qui avait été assassiné à Auschwitz. Intéressant, non ? Françoise est tellement investie dans sa religion qu'elle a écrit plusieurs commentaires bibliques. Après l'incident de la cathédrale Notre-Dame en 2019, elle a fait un don de 226 millions de dollars pour sa réparation. Voilà, c'est fait. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur celle qui se trouve à l'écran pour en voir d'autres, et je te retrouve là-bas.